Ça y est, voici encore un personnage qui m'est demandé depuis les tout débuts de mon bestiaire de l'horreur, ou presque, et que j'étais obligé de traiter un jour ou l'autre. Et si ça faisait bien quelques mois que je me préparais psychologiquement à vous proposer cet épisode, je me devais d'attendre le tout dernier opus de la franchise en question, dont la sortie ne cessait d'être repoussée à cause des conditions sanitaires que nous connaissons tous. Car oui, cette saga initiée au cinéma en 1992 a fait son grand retour cette année, après plus de 20 ans d'absence sur nos écrans, pour notre plus grand plaisir. Ou du moins, celui d'une grande partie d'entre nous, dirais-je. Bref, maintenant que ce tout dernier film est enfin sorti sur les écrans français, je peux sortir ce bestiaire qui m'a été maintes et maintes fois demandé, en rappelant toutefois que je ne me gênerai pas pour spoiler, comme d'habitude, d'autant que ce nouvel opus a ajouté pas mal de profondeur au mythe déjà passionnant de notre personnage du jour. Vous voilà donc prévenus. Bon, trêve de suspense, vous savez d'ores et déjà de qui nous allons parler aujourd'hui. Donc, bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans ce nouveau bestiaire de l'horreur consacré à Candyman. Welcome to hell. So you are afraid of something after all, huh? Candyman est donc le nom donné à l'antagoniste principal de la saga du même nom, vous l'aurez deviné. Mais cette franchise cinématographique est avant tout une adaptation de la nouvelle The Forbidden de Clive Barker, issue du 5e volume des fameux livres de sang. Et c'est en 1992 que sortit la première adaptation de cette nouvelle, sobrement intitulée Candyman, et réalisée par Bernard Rose. Ensuite, nous aurons droit à une suite en 1995, Candyman 2 ou Candyman Farewell to the Flesh de Bill Condon, puis un troisième épisode en direct-to-video en 1999, Candyman 3 ou Candyman Day of the Dead de Turi Meyer. Ensuite, différents projets de suite furent discutés durant des années sans qu'aucun d'eux ne voie jamais le jour. Jusqu'à cette année 2021 qui a vu un nouveau film sur le Boogeyman sortir. Tout simplement intitulé Candyman, il est réalisé par Nia DaCosta et se veut être une suite du tout premier film et ignore plus ou moins toutes les autres suites. Même si, comme nous le verrons ensemble, il peut plus ou moins coexister avec les autres films. Comme nous allons l'expliquer, Candyman est finalement plus qu'un simple personnage, c'est un concept, une sorte de symbole, un mythe, une rumeur. Mais globalement, il a l'apparence d'un homme noir imposant, vêtu d'un manteau tout aussi impressionnant, ornementé de fourrure et en guise de main droite, il est doté d'un crochet acéré avec lequel il lacère ses victimes. En dehors de son célèbre physique, c'est la base de sa légende qui fait sa renommée. Pour le faire apparaître, c'est très simple, il suffit de prononcer son nom 5 fois devant un miroir. Candyman, 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 Candyman. Et là, inutile de vous dire que vous risquez fort de passer un sale quart d'heure. Plusieurs comédiens ont interprété le personnage concept de Candyman, comme vous le comprendrez mieux plus tard. Le plus évident est bien sûr le légendaire Tony Todd, qu'il a interprété dans les 4 films. Ensuite, le Candyman principal du dernier film est joué par Michael Hargrove. Rajoutons à cette liste Yahya Abdul-Matentou, et même en étant un petit peu audacieux, Virginia Madsen. Car oui, comme je vous l'ai dit, Candyman est plus qu'un simple personnage ou une identité. Mais avant d'explorer plus en détail son concept si particulier et vous expliquer ça plus longuement, voyons les origines de ce mythe et comment ce Boogeyman est né exactement. Tout commence à la Nouvelle-Orléans au 19e siècle. Daniel Robitaille est le fils d'un ancien esclave qui a depuis prospéré et a pu payer à son fils de bonnes études au milieu des Blancs. Mais Daniel est en plus un peintre de talent capable de réaliser le portrait de n'importe qui et ses dons l'amèneront donc à être engagé par un homme riche, propriétaire de nombreuses terres qui lui demande de peindre sa jeune fille Caroline, prunelle de ses yeux et d'une pureté totale. Seulement voilà, Daniel et Caroline tomberont amoureux et de leur union secrète naîtra une petite fille, Isobel. Mais le père de Caroline, en apprenant la relation entre sa fille et un homme noir, entra dans une colère tout aussi noire et réunit une horde de gens en colère qui traqua le pauvre Daniel. Ils l'attrapèrent, lui coupèrent la main droite et le recouvrirent de miel, avant de se moquer de lui à l'unisson en lui attribuant le surnom de Candyman, comme une ultime humiliation.
Le miel dont il était couvert attira un gigantesque essaim d'abeilles sur lui qui l'acheva sous l'œil de ses bourreaux. Et, juste avant de pousser son dernier souffle, son tortionnaire lui révéla son reflet à l'aide d'un petit miroir pour qu'il l'emporte avec lui ce dernier sourire hideux. Daniel se vit et dans son dernier râle prononça à son tour le surnom Candyman avant de s'en aller. À partir de là, Daniel Robitaille était bien mort, mais Candyman était né. Une sorte d'esprit qui apparaissait à ceux qui prononçaient son nom 5 fois devant un miroir, et qui, le plus souvent, les assassinait alors sauvagement. Il était devenu une sorte de légende urbaine comparable à celle de Bloody Mary par exemple, dont le rituel, si j'ose dire, est finalement assez proche. Sauf que sa spécificité, à lui, est d'être une légende urbaine afro-américaine. Car la légende de Candyman se propagera au-delà de la Nouvelle-Orléans jusqu'à Cabrini Green, quartier pauvre et malfamé de Chicago, où règnent les dealers et les gangs à la population majoritairement afro-américaine. En ces lieux, le nom de Candyman ne résonne pas comme une vulgaire fable, et certains y croient réellement. Alors que ce n'est qu'une légende urbaine, des enfantillages pour les universitaires blancs qui vivent à l'autre bout de la ville, un sujet de conversation rigolo, une histoire pittoresque des bas quartiers. Pour eux, Candyman est une invention, qui vise à expliquer aux enfants d'où vient la violence qui règne dans leur quartier, qui tue, agresse ou viole. Et c'est une façon de mettre un visage sur les crimes commis par leur propre communauté. Sauf que la légende de Candyman, la rumeur qu'il représente, les murmures qui parcourent sa communauté, vont plus loin que ça. Candyman, déjà dans le premier film, contrairement à ce que certains peuvent dire, représente l'histoire, les injustices, inégalités ou autres souffrances subies par la population afro-américaine. Et il avait donc tout à fait sa place dans les quartiers durs de Cabrini Green où les conditions sociales difficiles et la pauvreté ont donné lieu à une criminalité très élevée au sein même de leur propre communauté. C'est justement parce qu'il représente la dureté de leur histoire qu'il tuera ceux qui l'appelleront par jeu, sans vraiment croire à son existence. Car ceux qui disent 5 fois son nom devant un miroir en riant sont le symbole de ceux qui nient les souffrances vécues par le peuple afro-américain, les prennent à la légère, manquent de respect à leur histoire, voire même, font preuve de racisme. Il y a un peu de tout. Et c'est pour cette raison que Hélène, elle, ne sera pas assassinée par Candyman, parce qu'elle cherche à comprendre ce qu'il représente, ce qu'il veut dire, sa nature, qui il est. Candyman lui montrera tout ça et la préparera à elle aussi devenir une rumeur, une légende, un souvenir de sa propre histoire tragique. Elle deviendra elle aussi une sorte de Candyman à la fin du premier film, preuve que, déjà à l'époque, le concept était prévu pour dépasser celui de simple personnage. Donc, tous ceux qui râlent parce qu'il y a de nouveaux Candyman dans le dernier film, il y en avait déjà dès le tout premier, c'était même l'idée du film. Car oui, dans le film de Nia DaCosta, nous suivons un autre Candyman, qui porte cette fois le visage de Chairman Fields. De son vivant, c'était un habitant de Cabrini Green qui aimait offrir des bonbons aux enfants du voisinage. Un jour, une petite fille trouva un bout de rasoir dans l'une de ses friandises, et se blessa, ce qui entraîna une chasse à l'homme menée par la police pour retrouver Sherman, identifié comme responsable de cet incident. Il fut victime d'une bavure violente avant que l'on ne se rende compte qu'il était en fait innocent. Suite à cette mort brutale, il deviendra à son tour Candyman, et c'est lui qui apparaîtra devant ceux qui diront 5 fois son nouveau surnom devant leur glace. Et ce n'est finalement qu'un Candyman parmi d'autres. Ils sont nombreux à être apparus depuis Daniel Robitaille, et si le film en citera plusieurs, il y a fort à parier qu'il y en a encore beaucoup d'autres, autant que de morts en martyrs, si j'ose dire, dans l'histoire des Afro-Américains. Dans la mort, ils viennent grossir ces légendes urbaines, ces mythes, deviennent chacun à leur tour des symboles historiques du peuple afro-américain, représentant de leur souffrance, mais peut-être aussi, pour le voir de façon un petit peu plus positive, de leur évolution des époques qu'ils ont traversées. Et le film nous fera en plus suivre le peintre Anthony McCoy qui marchera en quelque sorte sur les traces de Hélène, héroïne du premier film. C'est à son tour de découvrir l'histoire de Candyman, mais cette fois, comme un enfant qui en apprendrait plus sur son arbre généalogique, il découvre finalement sa propre histoire en quelque sorte. Tous ceux qu'il croisera et qui mépriseront d'une façon ou d'une autre ses œuvres d'art portées sur Candyman et qui oseront tenter de l'appeler comme si c'était un jeu, en payeront le prix. Là où lui, comme Hélène, suivra en quelque sorte son enseignement forcé, marchera sur ses traces. Surtout que l'on apprendra que, depuis bébé, Candyman avait déjà des vues sur lui, puisqu'il l'avait enlevé dans le tout premier film. Il est donc presque logique de le voir devenir lui-même Candyman en mourant sous les coups de feu hâtifs des forces de l'ordre, ce qui résonnera bien sûr avec l'actualité et le mouvement MeToo, et ce qui fait un prolongement tout à fait logique avec le reste de la légende de Candyman. Et c'est à la fin de ce film que Candyman prendra en plus le visage de Daniel Robitaille, le Candyman originel, pour confirmer qu'ils le sont tous, que leur visage importe peu, car Candyman est donc, encore une fois, une légende, une rumeur, un mythe, un témoin. Mais d'un autre côté, cela ne veut pas dire qu'il ne se souvient pas de toutes les vies, tous les souvenirs de ceux dont il prend le visage aujourd'hui.
Candyman semble souvent prendre le visage que ses victimes connaissent le mieux de lui. Hélène, par exemple, s'est vue raconter l'histoire de Daniel Robitaille, c'est probablement pour ça qu'elle le voit sous cette forme, tandis que Anthony, lui, a entendu en premier celle de Sherman, et se retrouve donc face à son visage au lieu de celui de Daniel. Tous ceux qui seront confrontés à Candyman à cause de lui le verront également sous cette apparence, ce qui garde un certain sens aussi. Mais pour aller plus loin et pour inclure le Candyman 2 dans ce bestiaire, cette fois, Candyman apparaît dans la vie de sa descendante directe, Annie Tarrant, et leurs interactions n'en sont que plus personnelles. Dans ce film, Candyman est plus une sorte de fantôme de Daniel Robitaille que la légende urbaine que je décrivais juste avant, et c'est explicable par le miroir qui contient encore son âme, celui que son bourreau avait utilisé de son vivant pour lui montrer son reflet juste avant d'expier. Ce miroir contenait bel et bien l'âme de Daniel Robitaille et non pas celle de Candyman, ce qui permet de mélanger le mythe de Candyman à son propre souvenir. Nous pouvons donc admirer dans ce film une véritable incarnation de celui que fut Daniel Robitaille, mais avec les pouvoirs de Candyman. C'est également pour cela qu'il est plus humain. Et pour échapper à sa propre histoire tragique, Annie sera contrainte de briser ce miroir et donc de libérer l'âme de Daniel qui pourra reposer en paix sans pour autant détruire Candyman, indépendant de cette âme en peine. Quant au troisième film qui met en scène la fille d'Annie, Caroline, qui est donc également la descendante directe de Daniel Robitaille, il est à part, parce qu'ici, Candyman est le fruit de l'imagination de Caroline, qu'elle s'imagine commettre des crimes dont elle est en fait responsable. Donc bon, ce Candyman-là n'a pas vraiment d'intérêt, puisqu'il n'existe pas dans la réalité des films. C'est clair, n'est-ce pas ? Au-delà de ce qu'il représente, Candyman reste un authentique boogeyman. Son côté onirique, l'incapacité de ses victimes à pouvoir lui faire face, à l'affronter, et le fait qu'il représente de façon surnaturelle des mots beaucoup plus réels et terre-à-terre, font de lui un croque-mitaine des plus classiques aux premiers abords. C'est le signe que sa légende a été très bien ficelée, que ce soit au niveau de sa symbolique et de la façon dont elle est utilisée par les personnages eux-mêmes, comme Hélène qui imagine qu'il a été inventé pour expliquer la violence causée et subie par les habitants de Cabrini Green, mais également par rapport à la façon dont elle existe, avec ce rituel d'appel si représentatif qui fait partie des caractéristiques les plus importantes du mythe de Candyman, que ce soit dans les films ou dans notre réalité, notre façon de percevoir le personnage. Et puis, il y a ses pouvoirs. Quand je parlais de ces victimes qui sont incapables de l'affronter, c'est parce qu'il n'y a en définitive pas de combat avec Candyman. S'il s'en prend à vous, vous n'aurez aucun moyen de lui faire face. Seule Annie a réussi à le vaincre, et encore, comme je l'expliquais précédemment, il s'agissait plus du fantôme de Daniel Robitaille que de Candyman, ce qui fait à nouveau toute la différence. Son influence est telle qu'il arrive à atteindre certains personnages qui ne l'ont même pas appelé en utilisant d'autres victimes, comme lorsqu'il réussit à enlever Anthony alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Ni lui ni sa mère n'avaient pourtant effectué le rituel d'appel, mais Candyman a utilisé Hélène pour avoir un impact sur notre réalité. Et si Candyman utilise les miroirs pour avoir accès à notre réalité, c'est aussi à cause de la symbolique que ça renvoie. Regarder dans le miroir, c'est oser se regarder soi-même, et ici, en quelque sorte, c'est être forcé de voir la réalité en face, la réalité historique. Par exemple, dans le film de Nia DaCosta, ceux qui moquent Candyman sont obligés de reconnaître son existence lorsqu'ils le voient dans la glace, et en reconnaissant son existence, c'est tout ce qu'il représente qu'ils sont forcés d'accepter par la même occasion. En plus de permettre à Candyman d'avoir une porte d'entrée sur notre monde, donc, si on voit les choses un peu plus premier degré. Mais avec le mythe de Candyman, tout est histoire de symbolique et sujet à interprétation, ce qui rend le personnage, ou plutôt le concept, plus que passionnant. Il y a par exemple la présence des abeilles complètement indissociable du mythe de Candyman. Outre leur participation à l'exécution de Daniel Robitaille et donc le fait qu'elles lui ont en quelque sorte donné son nom indirectement, mais également à sa résurrection, un peu à l'image du corbeau pour Eric Draven dans The Crow, il y a la thématique de la ruche qui est très présente dans l'univers de Candyman. Cabrini Green, c'est une ruche. Chicago, la ville où se situe Cabrini Green, c'est une ruche également. Le film de Nia DaCosta utilise bien ce rapprochement entre la ruche et la ville, et Candyman devient lui-même une ruche, et ce, aussi bien dans le premier film de Bernard Rose que dans celui de DaCosta. C'est tout un symbole. Il est celui qui abrite ceux de sa communauté dans le sens où il représente leur histoire tragique, leur passé, il est le témoin des souffrances qu'ils ont subies, représente l'esprit de leur quartier, etc. Car même si c'est un boogeyman, le simple fait de son existence protège les siens, en quelque sorte. Il rappelle les maux qu'ils ont subis, les stigmates de leur histoire et les empêche d'oublier, mais également, il leur offre un coupable, une explication. C'est toujours l'interprétation que fait Hélène de son existence dans le premier film. Pour les habitants de Cabrini Green qui ont connu des drames atroces et des crimes très violents, Candyman, esprit surnaturel, fait office de parfait coupable. Même à ce niveau-là, Candyman protège les siens. Tant qu'ils respectent leur propre histoire finalement, car autrement, il n'hésite pas à s'en prendre à eux quand il en a l'occasion. Car contrairement à bon nombre de commentaires que j'ai pu lire sous ma vidéo critique du dernier film, l'histoire de Candyman n'est pas un affrontement entre gentils blancs et méchants noirs. C'est beaucoup trop facile de le voir comme ça, et c'est caricatural.
Candyman se fiche bien de la couleur de peau de ses victimes. Il s'en prend également à la communauté noire et même à des enfants parmi eux. Il s'en prend à ceux qui ne prennent pas son histoire au sérieux et à travers la sienne, celle des siens, de tous les Afro-Américains. C'est tout un héritage qu'il défend car comme dit à maintes reprises dans cette vidéo, c'est un témoin de tout ce qu'a enduré cette communauté. Ceux qui montrent du respect à cette histoire, qui cherchent à la comprendre en essayant de le comprendre lui, ne seront pas mis en pièces. Il les mettra sur la voie, même si cela implique d'autres souffrances et des sacrifices terribles. C'est ce qui arriva à Hélène ou à Anthony pour ne citer qu'eux. En quelque sorte, le témoin leur a passé le témoin. C'est tout pour moi. Candyman est un authentique tueur, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. En 3 films, car encore une fois je ne compte pas le 3e, il aura fait 23 victimes. Pas le plus meurtrier des personnages passés en revue dans cette émission, mais loin d'être un agneau non plus. Car il est tout simplement impitoyable avec ceux qui l'appellent sans croire en lui, en riant, pensant jouer à un jeu stupide. Il les massacre sans aucune compassion ni discussion possible et de façon très souvent bien gore. Mais malgré tout, ce qui est génial avec ce personnage, c'est qu'il est bien plus profond que l'extrême majorité de ses camarades croque-mitaines de films d'horreur. Il est le tueur de films d'horreur d'une communauté qui n'en avait pas encore à l'époque, et forcément, ça le rend différent des autres, lui permet de transmettre quelque chose d'autre à travers ses meurtres, mais également ce qu'il représente. Car si Candyman est un symbole, un gardien de l'héritage des siens dans la diégèse des films, puisqu'il représente des martyrs, des Afro-Américains morts à cause de ce qu'ils étaient, et empêche les siens d'oublier leur histoire et les oblige à la respecter, il l'est également dans notre réalité à nous. C'est le premier boogeyman noir de cette importance et le seul à ce jour. Et donc, ce personnage rappelle au spectateur exactement ce qu'il rappelle aux personnages qui peuplent ces films, qu'ils le veuillent ou non. Il joue le même rôle dans toutes les réalités, même si forcément, il ne tue pas dans la nôtre. Il représente à la fois les anciens esclaves et leurs fils qui ont eu des vies difficiles, constamment rabaissés et considérés comme des sous-hommes durant des années, que les victimes de violences policières que défend le mouvement Black Lives Matter, par exemple. Et les seconds sont finalement héritiers des premiers. Il représente également les victimes de la pauvreté ou des inégalités sociales, comme les habitants de Cabrini Green aux conditions de vie difficiles, ou même ces membres de gangs dont la violence est l'un des résultats possibles de leur histoire et de leurs conditions de vie. Pour toutes ces raisons, Candyman est devenu bien réel. Il est le gardien de leur histoire, tout simplement. Alors, quand vous ferez preuve de mépris en minimisant l'histoire des Afro-Américains et leurs souffrances, et avec elles celle de toutes les populations noires d'Occident, faites bien attention. N'allez pas dire n'importe quoi devant votre miroir, sous peine de le regretter amèrement. Et voilà, c'est la fin de ce bestiaire de l'horreur. J'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.